BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Voilà le retour de quoi je me mêle. Merci d'être avec nous. Je vous rappelle que bien sûr on est là tous les week-ends sur BFM Business à la radio et à la télé. J'accueille maintenant avec beaucoup de plaisir Raphaël Gravely. Salut Raphaël. Salut François. Chef de service tech à BFM TV, vous le savez, et on va s'intéresser à un sujet sociétal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre environnement numérique pollue énormément. Il faut le savoir. Par exemple, le numérique en France, ça représente, selon l'ADEME, 2,5% des émissions de carbone chaque année. C'est 2,5%, c'est quand même énorme. Et forcément, il faut qu'il y ait une espèce d'électrochoc et une prise de conscience à la fois de notre côté, nous, consommateurs, mais aussi de la part des constructeurs de smartphones qui doivent, bien sûr, trouver peut-être des alternatives à cette frénésie de la nouveauté, de l'innovation, etc. Même si il ne faut pas que ça freine l'innovation, tout ça. Donc c'est une délicate équation. Ni les ventes. Ni les ventes. Mais ça, ouais. On va en parler, parce que forcément, ça aura un impact sur les ventes. Oui. On peut l'imaginer. Et Raphaël, c'est intéressant parce que tu as pu rencontrer Daisy. Il y a quelques jours de cela. Alors Daisy, au-delà du fait que ce soit la fiancée de Donald, c'est aussi un robot. Oui, alors je sais pas s'il faut dire une robot ou un robot. une robot. Une robot que Apple t'a fait visiter. Alors c'est un rendez-vous rarissime parce que, on le sait ici, on en parle souvent, Apple est très, très secret. C'est compliqué d'aller voir ce qui se passe du côté industriel chez Apple. En général, on ne rentre pas trop. C'est ça. Et en fait, parce que ça faisait quelques années qu'Apple me disait régulièrement, il y a Daisy aussi, on fait beaucoup pour le recyclage. Daisy, alors à la base, c'est un robot qui est développé il y a une dizaine d'années, ça s'appelait Liam. Après, il a eu des mises à jour. La nouvelle version s'appelle Daisy. Ils l'ont mise en service en 2018 et puis elle évolue en permanence. Pour faire simple, en gros, c'est une espèce de grand bocal avec 4 bras articulés avec différentes étapes pour démanteler des iPhones et recycler les composants. Et donc moi, ça faisait 3-4 ans que je disais à Apple, mais vous me parlez de Daisy, mais moi j'aimerais bien voir ce que c'est quand même. Et donc finalement, au bout d'un moment, ils ont dit bon, on va organiser un truc. Et alors ils nous ont conviés, donc BFM Business, à aller voir Daisy. Donc il y a 2 exemplaires dans le monde. Il y en a un à Austin et il y en a un à Breda qui est aux Pays-Bas. Alors on a donc un aux US, au Texas, et un pas très loin d'ici. Et un pas très loin d'ici. Donc on a eu de la chance de pouvoir aller voir ça. On était avec des journalistes. Ils ont pris des Anglais, etc., un par pays. Donc on était 4 équipes en tout. Et on a pu visiter Daisy. Alors c'est assez sympa parce que là on voit les images. Alors, ça c'est à la fin en fait. Donc ça voilà, on a le robot avec les bras articulés. Donc en fait il y a plusieurs étapes. D'abord il sélectionne les iPhones. Alors il y a des mises à jour pour leur permettre de reconnaître tous les modèles. Donc il reconnaît de l'iPhone 5 à l'iPhone 12. Donc le robot il prend l'iPhone, il décolle l'écran. Ensuite il passe le truc à moins 70 degrés. Alors c'est hyper visuel. Il y a de la fumée partout. Parce qu'en fait ça permet de décoller la batterie beaucoup plus facilement et plus rapidement. Parce que l'enjeu c'est d'en faire beaucoup. C'est pas je pensais que c'était la chaleur qui décollait la batterie. Finalement, le froid aussi. Oui, en fait, c'est moins 70 degrés, bam, ça claque contre le sol et la batterie se décolle. Et ensuite, le robot en fait a le plan de toutes les vis de tous les modèles. Ça dévisse tout en même temps. Ensuite, tout est démantelé comme ça, et puis il y a les composants qui arrivent sur un tapis. Alors derrière, il y a les bacs. Je crois qu'il doit y avoir, une douzaine de bacs, un truc comme ça. Toutes les pièces tombent automatiquement dedans. Alors il y a les haut-parleurs, il y a les retours haptiques, c'est pour Touch ID, le vibreur. Puis il y a les appareils photo qu'on voyait, tous les modules caméra. Donc c'est assez rigolo. Et en fait, ce que fait Daisy, c'est la première étape, c'est-à-dire le gros du truc, c'est-à-dire vraiment démanteler en différents composants. Et puis ensuite, ces composants, l'idée, c'est surtout d'aller rechercher. Parce que je précise, c'est pas pour recycler les iPhones dans le sens où les remettre en service ou réutiliser ces composants tels quels. Là, on parle des iPhones qui sont morts, c'est-à-dire qui ne peuvent plus servir. Voilà, parce que en fait, c'est le cimetière des iPhones. C'est ça, c'est pas pour les reconditionner. Il y a vraiment 2 étapes. Il y a ceux qu'on peut reconditionner et qui repartent, qui ont une deuxième vie ou une troisième vie. Voilà. Et après, il y a ceux qui sont vraiment en fin de vie. Alors, si par exemple, il a été écrasé, soit c'est un iPhone 5 et bon, c'est terminé. Soit c'est un iPhone 12, il a subi un choc, on peut plus l'utiliser malheureusement. Et donc, le but ultime de tout ça, c'est quoi ? C'est de récupérer les métaux rares, parce qu'en fait, le plus polluant, tu parles de la pollution, mais le plus polluant, c'est la fabrication des téléphones. Je crois que 90% des émissions d'un smartphone, c'est vraiment au niveau de sa conception, plus que l'usage. Et ce qui est très polluant, c'est d'avoir les métaux rares, le lithium pour les batteries, le tungstène, l'or, etc. Et donc, l'idée, c'est qu'après, chacun de ces composants, selon les métaux
qui le composent soient ensuite retraités par d'autres machines plus spécialisées pour qu'ils puissent extraire ces métaux. Et là, pour le coup, ces métaux, là, ils sont remis dans des nouveaux iPhones. Et c'est ce qui fait dire à Apple qu'en 2021, c'est un chiffre qui est plutôt intéressant, je trouve, 20% des métaux utilisés dans tous ces produits, c'était du recyclé. Donc c'est pas rien, parce que quand on pense au volume d'Apple, c'est pas rien. Par contre, si on parle de volume, et là c'est un raisonnement aussi pour rappeler quand même que ça reste encore modeste. C'est embryonnaire, c'est 1%, je crois, non ? Exactement, j'ai fait ça le calcul. Ça représente 1% du volume d'iPhone vendu tous les ans. Voilà, en fait, pour faire simple, un robot Daisy, c'est 200 iPhones par heure démantelés. En gros, c'est 1,2 million d'iPhones par an. Il y a 2 robots, donc 2,4 millions. Or, Apple vend, selon les estimations, environ 240 millions d'iPhones par an. Donc, c'est pile 1% des iPhones. Mais du coup, moi, j'ai demandé à Apple, je leur ai dit, pourquoi vous en faites pas plus ? Ils disent, en fait, nos robots, ils sont pas forcément à pleine capacité parce que les clients n'ont pas encore l'habitude de nous ramener les iPhones. Donc, en fait, si demain, il y a plus de clients qui ramènent les iPhones, Apple dit, bon, nous, on fera d'autres Daisy, il n'y a pas de problème. C'est juste que pour le moment, il n'y a pas, entre guillemets, la demande. Alors après, charge aussi à Apple de communiquer, de dire aux gens, au lieu de laisser un vieil iPhone dans un placard, ramenez-le nous. Alors, c'est pas pour avoir de l'argent, là, parce que c'est un iPhone qui fonctionne plus. Donc, c'est pas pour avoir un bon ou l'échanger. C'est simplement pour faire un acte un peu écolo, voilà. Alors, Raphaël, on n'est pas dupe. Apple communique là-dessus parce que, évidemment, c'est très visuel, parce qu'ils savaient que ça allait faire un beau reportage, etc. Évidemment que s'ils me font venir, c'est qu'ils savent que... Voilà. Mais derrière tout ça, comment tu sens cette histoire-là ? Est-ce que c'est vraiment pour... on va dire, améliorer l'image d'Apple, qui est sans doute l'un des plus grands pollueurs tech de la planète, même de si... fait, puisque c'est celui qui fait le plus en volume. Voilà, ils vendent, et j'ai les résultats... Pas en volume, ça dépend. En volume, il y a Samsung, par exemple. Peut-être pas en Samsung, volume, mais voilà, en valeur. C'est clair. Voilà, en tout cas, ils doivent faire partie du top 3 ou top 5, sans aucun souci. C'est clair. Est-ce qu'il y a une vraie volonté d'accélérer sur ce sujet, ou est-ce que c'est aussi un coup de com', tout simplement, en disant, regardez, nous, nos robots, ils sont beaux, il y en a 2, ça démonte le truc, c'est très spectaculaire, etc. Comment tu le sens ? Parce que tu as pu rencontrer, je crois, un porte-parole de chez Apple. Oui, Sarah Chandler, qui s'occupe de l'environnement chez Apple. Bon, alors, qui n'a pas joué dans Friends, rappelle-moi. Qui n'a pas joué dans Friends. Chandler, oui. Qui n'a pas joué dans Friends. Mais comment rebondir après ça, François ? Je sais pas. Non, mais évidemment, quand je lui parle, son discours, il est... Une série recyclée, cela dit ça, aussi. Voilà. Voilà. Mais c'est un discours qui est un discours qui est parfaitement rodé, qui est parfaitement aligné sur les communiqués de presse d'Apple. Après, tu disais un coup de com', en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Non, à la fois un coup de com', à la fois une stratégie marketing et à la fois une démarche, j'ai envie de dire, véritable. Je vais dire sincère, mais sincère, je ne suis pas dans la tête de Tim Cook. Je pense que c'est un type qui doit vouloir... a priori, c'est un type qui doit être sincèrement dans la volonté de préserver la planète. Après, la question, c'est ce que derrière ça... Oui. Mais il ne faut pas que ça abîme trop les dividendes et le chiffre d'affaires d'Apple. Voilà, c'est ça le la problème. contrainte numéro 1. C'est l'équation complexe quand même pour tous ces constructeurs. Oui, après, si on raisonne de façon froide et pragmatique, Apple a quand même les moyens. Je veux dire, c'est une entreprise qui a des fortunes et des fortunes à investir là-dedans. Donc je pense qu'ils le font vraiment. En plus, derrière, ils donnent des chiffres quand même. Quand on parle de 20% de métaux recyclés dans tous les produits Apple en 2021, bon, c'est tangible, quoi. C'est un chiffre, c'est vrai. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que on parle souvent des grands groupes qui sont pollueurs, etc. Mais c'est eux qui doivent changer. Parce que si demain, on a des petites marques, alors je sais pas, moi, c'est comme le bio dans l'agriculture. Si on a que des petites marques pour, entre guillemets, des bobos qui, dans 3 quartiers de Paris, font des choses propres, pareil pour les smartphones. Si on a pour caricaturer, si on a que Fairphone qui fait des smartphones écolos, ça va servir à rien. Parce on en que parlera peut-être aussi tout à l'heure de Fairphone. Non mais voilà, donc il y a un moment, il faut que ça passe par ces grands groupes. C'est eux qui vont faire changer les choses. Mais bien Quand sûr. on parle de volume, c'est Apple, c'est Samsung, c'est Huawei, c'est Xiaomi. Et donc Apple a tellement, entre guillemets, a tellement d'argent que je pense qu'ils peuvent se permettre de mettre en place vraiment des outils de recyclage et de développer ça. Et parce qu'ils savent aussi que c'est dans leur intérêt à moyen et à long terme, parce qu'au bout d'un moment, si les marques font rien, le régulateur, il va y avoir aussi plus de régulation. Donc c'est aussi dans leur intérêt de prévenir. Apple est dans un étau sur pas mal d'autres sujets. Sur un autre sujet, sur les sujets de concurrence, là c'est clair. Mais après, sur le sujet du recyclage, honnêtement, moi j'ai lu les rapports environnementaux d'Apple et comme ceux de Samsung d'ailleurs. Ils font beaucoup de choses. Et ça, d'ailleurs, il y a quelque chose qui n'est pas anodin. Comment dirais-je, une espèce... Ils sont habités par le sujet et ils se disent ils se sentent responsables en quelque sorte. Maintenant, ils sont, par exemple, il y a un truc tout bête, ils sont bien classés par Greenpeace. Apple et Samsung, c'est pas anodin.
Tu vois, Greenpeace, bon, a priori, ils essaient de... Oui, ils sont plutôt virulents. Voilà, ils sont plutôt virulents. On les a vus faire des campagnes devant... D'ailleurs, on y était à Barcelone une fois dans une conf Samsung, ils étaient là, Greenpeace. Exactement. Et ils disent maintenant, Apple, et j'englobe un peu Samsung parce que pour moi, Apple, c'est le numéro 1 en termes d'écologie authentique, où il y a vraiment des choses qui se font, mais Samsung fait beaucoup de choses aussi dans la façon dont ils se fournissent sur les métaux rares. Quand on regarde les rapports environnementaux, en fait, par exemple, les engagements du type métaux rares uniquement de mines certifiées, où il n'y a pas de travail d'enfants, etc., des engagements au niveau du recyclage, Apple et Samsung, ils font quand même pas mal de choses. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est aussi une façon de se différencier des fabricants chinois, par exemple, qui font, on va dire, qui communiquent plus sur les 500 mégapixels de l'appareil photo que sur l'écologie. Et pourtant, en Chine aussi, l'écologie, c'est un sujet extrêmement important. Mais disons que je pense que maintenant, quand on s'appelle Apple et Samsung, ça fait partie de la valeur ajoutée du produit, tout simplement, d'avoir des engagements écolos, et ils investissent beaucoup d'argent. Après, comme tu dis, la limite, c'est de vendre toujours beaucoup. Oui, et c'est vrai que peut-être l'engagement ultime, ce serait peut-être d'en faire un tous les 2 ans, par exemple. Tu vois, pour moi, là, il y aura un vrai sacrifice. Voilà, c'est peut-être ça. Quand je dis c'est un nouvel iPhone tous les 2 ans. Alors qu'aujourd'hui, il y en a 3 ou 4. Enfin, il y a 3 nouveaux modèles tous les ans, à peu près. Il y a 3 nouveaux modèles tous les... Oui, c'est ça. Enfin, plus quand il y a un petit SE. Voilà, quand il y a un petit SE, etc. Voilà, non, mais c'est clair. Donc, pour le moment, il y a l'engagement dans les usines industrielles, essayer de faire ce qu'ils peuvent en recyclage. C'est ça, en fait, c'est quasi un paradoxe, finalement. Mais au niveau du marketing, quand on voit le marketing, c'est... Alors, après, ils disent, oui, maintenant, les iPhones sont plus résistants, etc. Par contre, il y a un point aussi... Alors, attends, juste, on va y revenir, mais je voulais qu'on s'intéresse encore à notre amie Sarah Chandler, que tu as pu interviewer. Elle dit ceci quand même, l'objectif ultime serait de créer un système en circuit fermé, c'est-à-dire de construire tous nos produits en utilisant uniquement des matériaux recyclés. Mais ça, c'est possible. C'est un grade qui paraît inatteignable. Alors, encore une fois, quand on a les moyens d'Apple, c'est possible, parce que forcément, ça va nuire un petit peu probablement à la rentabilité, parce que aux marges. Mais moi, je pense que c'est possible. Alors, après... en tout cas, c'est leur objectif. Voilà, mais après, encore une fois, ils en sont très loin. Parce que pour le moment, c'est 1%. Enfin, 1% qui vient de Daisy. D'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas acheter d'autres matériaux recyclés par ailleurs. Tout à fait. Je ne pense pas que Daisy soit l'unique fournisseur de métaux recyclés. Et puis, il y a des humains aussi qui démontent des iPhones. Oui. Est-ce qu'il y a que ces robots-là ou est-ce qu'il y a des humains mais si tu veux, le temps que ça prend pour un humain de démonter un iPhone. D'ailleurs, il me semble qu'ils ont commencé à développer ce robot il y a une dizaine d'années. Et au début, si je ne dis pas de bêtises, la première version démontait un iPhone en 11 minutes. Aujourd'hui, c'est 200 par heure. Demain, ce sera certainement beaucoup plus. Bien sûr. Donc ça passe forcément par les robots, parce que si tu veux, pour récupérer des métaux rares, à un moment, il y a des opérations qui sont des opérations purement industrielles. Mais je pense qu'ils peuvent le faire. Un mot sur le robot, parce que si vous êtes avec nous alors à la radio ou en audio, parce qu'on sait que vous êtes très nombreux à nous écouter, vous savez, c'est ces robots qu'on voit un peu partout, qui ressemblent un peu à ceux qu'il y a dans les usines de construction, d'assemblage automobile. C'est des bras robotisés. C'est des bras articulés. Et c'est des bijoux technologiques, parce que ce qu'il y a d'incroyable, et c'est ce que tu expliquais dans ton papier, c'est qu'ils sont programmés pour détecter automatiquement le type d'iPhone qu'ils ont pour les démonter plus rapidement. Et je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai voulu démonter un jour un iPhone, autant vous dire que je suis beaucoup moins performant. Il a plus de force que nous, je pense, le robot. C'est incroyable, en fait. C'est un degré de technicité, ce type de truc, c'est fou. Oui, après c'est les robots industriels. Je pense que à mon avis, quand on regarde aussi ce qu'il y a dans l'industrie automobile, ça doit être des trucs de dingue. Ça doit être des trucs de dingue. Chez Tesla, il y a des machins incroyables. C'est-à-dire que ça, évidemment, sur l'analyse IA en permanence des pièces, c'est vrai que là, c'est impressionnant parce qu'on voit concrètement, on sait ce que c'est qu'un iPhone, donc on voit tout l'iPhone. On le voit disparaître sous nos yeux. Voilà, mais à mon avis, effectivement, c'est le même type d'outil qu'on retrouve, à mon avis, dans l'industrie automobile. Mais du coup, on parlait du hardware. Il y a un autre volet qui est important. Sur le hardware, c'est progressif, il faut investir beaucoup. Donc ça, c'est compliqué. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est sur le software. Et là-dessus, pour le coup, on peut pas. Alors, on va encore dire que je suis pro Apple, machin, mais en tout cas, pour le coup, là, ils ont fait un effort énorme. C'est-à-dire 6 ans de mise à jour iOS, on aimerait que sur Android, ce soit pareil. Et c'est là où moi, je dis souvent, aujourd'hui, c'était pas le cas il y a 5 ans, mais en 2022, si vous voulez un smartphone écolo, peut-être que l'iPhone, c'est peut-être finalement même plus que le Fairphone. Le téléphone ultime. Et oui, parce que c'est un téléphone qu'on va... En fait, ils ont 2 choses pour moi. Il y a le processeur, qui est tellement puissant que maintenant... Et c'est tellement bien optimisé que le processeur, franchement, on n'a pas de problème pendant 4-5 ans.
et la mise à jour logicielle. Et donc finalement, aujourd'hui, c'est vrai que la partie logicielle, c'est peut-être aussi le plus gros avantage d'Apple en termes de, on dit obsolescence programmée, mais de non-obsolescence programmée. Donc tu veux dire aussi par là qu'on est peut-être à la fin d'un cycle, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu cette frénésie de nouveautés de la part des constructeurs. Si les téléphones durent de plus en plus longtemps, avec des mises à jour de plus en plus fiables, qui font qu'un iPhone pourrait avoir 6 ans, voire même 7 ans de durée de vie, ça veut dire que les constructeurs auront forcément une stratégie de mise en avant de nouveautés qui sera différente au bout d'un moment. Et après, on retombe sur le paradoxe dont tu parlais. Il y aura toujours les geeks qui, au bout de 2 ans, 1 an, changeront de téléphone, mais pour l'immense majorité des gens... Mais dans la rue, on voit quand même beaucoup de gens avec des iPhones, des iPhone 7, des iPhone 8, tu vois. Ma mère, elle avait un iPhone 7, là, un 7 Plus jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et, il marche bien, l'iPhone 7 Plus. Non, mais c'est pour ça. Mais après, on retombe sur ce paradoxe entre le côté nos iPhones durent longtemps et on veut vous faire acheter. Alors, encore une fois, on ne va pas reprocher à une marque de présenter une nouveauté. Après tout, les gens sont grands et c'est pas Apple qui va dire, qui va forcer les gens à acheter son iPhone. Mais c'est vrai que, on sait ce que c'est que le marketing, et quand on voit des campagnes marketing chez Apple, chez Samsung, on a des nouveaux téléphones en permanence qui arrivent. Et donc, c'est vrai qu'on peut se demander si... Parce qu'il y a quand même une incitation. Il y a forcément une incitation, mais après, il y a quelque chose qui est naturel, c'est qu'il y a aussi moins de nouveautés sur les smartphones. Et donc ça, naturellement, malgré le marketing, quand on fait une campagne marketing, mais s'il y a peu de nouveautés, les gens le voient quand même. Les gens comprennent très bien quand ils voient l'iPhone. Mais ça serait intéressant de rencontrer Tim Cook ou un haut responsable d'Apple et leur poser la question, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, entre le 12 et le 13, effectivement, il y a des améliorations, mais qui sont à la marge, qui sont vraiment incrémentales. Et est-ce que pour eux c'est un problème justement de trouver des innovations assez, comment dirais-je, des aspérités assez qui permettent en tout cas d'être marketées. Voilà, c'est ça. Pour différencier du modèle précédent. Voilà. Et c'est vrai que ça, on l'a de moins en moins chez tous les fabricants, parce qu'il y a de moins en moins d'innovations majeures, parce que le smartphone, c'est un produit qui est. Alors, il y a Samsung avec le pliant, qui est quand même une on va dire. Mais bon, voilà. Ça fait 4 ans. Pour le moment, ça prend pas tellement. Bon, sur le recyclage, à mon avis, le pliant, là, le Daisy, il va falloir un truc un peu plus. Il va falloir un Daisy made in Samsung qui soit. Ça va être un peu plus compliqué, mais d'ailleurs, tu vois, c'est aussi des problématiques différentes. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'un iPhone SE, c'est plus simple à réparer qu'un iPhone 13 Pro. Donc c'est vrai que c'est aussi les... Et puis en plus, ça coûte moins cher à fabriquer pour Apple, donc tout va bien. Et ça coûte moins cher à fabriquer pour Apple, c'est clair. Apple, là, sur la mutualisation des composants, quand ils ont les puces A13 qui balancent surtout... Ça, pour le coup, ils balancent sur tous les iPhones, sur tous les iPads, enfin... produisent des quantités monstres. Mais oui, au bout d'un moment, la question du renouvellement des produits d'un point de vue marketing va peut-être se poser. Mais après, c'est aussi à nous de dire... de ralentir un peu notre ralentir et puis, je pense, comme on le fait, c'est-à-dire on dit, écoutez, cet iPhone ou ce nouveau Samsung, il est sympa. Maintenant, si vous avez les 3 derniers, c'est peut-être pas indispensable. Mais je pense que nous-mêmes, journalistes, qui sont d'une manière totalement naturelle un peu prescripteurs, devons expliquer tout ça. En disant, au lieu de s'exciter sur la dernière nouveauté, etc. Alors évidemment, c'est notre job et on est passionné de le dire, mais peut-être aussi tempérer en disant, écoutez, si vous avez le précédent modèle, ça vaut vraiment pas le coup de vous offrir celui-ci. Surtout que pour le coup, le fait d'avoir un nouveau modèle tous les ans a quand même un effet positif, c'est que ça fait baisser le prix du modèle d'avant. Oui, c'est clair. Alors on a parlé d'Apple, mais il y a d'autres initiatives qui sont menées par ailleurs. Tu citais Samsung, bien sûr, Samsung c'est un géant, oui, c'est clair. Un géant d'électronique, qui sont partout. Tiens, on avait vu un petit appareil, une télécommande de télé au CES de Las Vegas qui était étonnante. Elle pouvait en fait se recharger donc via l'énergie solaire de la pièce. Donc il n'y avait plus de batterie dedans, plus de piles, parce que tu sais que le problème des télécommandes, c'est que tu mets des piles dedans, les piles au bout d'un moment, elles se vident, et qu'est-ce que tu fais après ? Tu les jettes à la poubelle, et ça c'est catastrophique, en revanche. Et donc Apple a installé dans une nouvelle télécommande qui sort sur les télés haut de gamme de cette année, à la fois un petit capteur photovoltaïque, mais aussi, et moi je trouvais ça génial, une espèce de capteur de Wi-Fi qui, en captant le Wi-Fi de ta box, arrive à générer de l'énergie qui, combinée au petit panneau photovoltaïque qu'il y a sur la télécommande, permet à la télécommande d'être autonome en énergie, en fait. Et après, c'est des trucs... C'est du gadget. Mais c'est du gadget. Ça prouve que Samsung s'est gratté la tête quand même pour trouver un truc qui soit autonome en énergie. C'est clair. Après, moi, du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que l'intégration de ce petit panneau photovoltaïque plus le capteur de Wi-Fi
est-ce que ça pollue plus que les piles qu'on a? Enfin, tu vois, après, C'est sûr. faut se poser ces questions-là. Après, tout dépend de la durée de vie, de la télécommande, Exactement. de la télé. Exactement. Enfin, il y a plein de paramètres, mais j'imagine qu'ils ont calculé tout ça. Voilà. Ou alors c'est encore un coup de com' en disant. Non, mais après, voilà, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'un coup de com' et un coup marketing n'est pas forcément synonyme de bullshit, entre guillemets. Il peut y avoir des coups de com' et des coups marketing qui supportent une vraie innovation. Non, mais le RSE, parce qu'on fait partie de cette démarche RSE de toutes les grandes entreprises, elle est obligatoire aujourd'hui. Ah bah, c'est indispensable. Mais pareil, c'est évident. Samsung sur les télés, c'est eux qui fournissent quand même l'essentiel des télés chez nous en France. Samsung, c'est l'un des leaders. Enfin, c'est peut-être le leader parce que surtout dans ta chambre, je crois. Oui, c'est-à-dire sur les gammes. Ils sont leaders dans ta chambre. Ah oui. Non, mais c'est-à-dire que sur les gammes, on va dire entre 400, 500 et 1000, ils sont sur imbattables. le milieu de gamme, ils sont imbattables. Ouais. Et donc c'est vrai que si demain Samsung arrive à réduire l'énergie utilisée de 10% pour ses télés, je veux dire, c'est monstrueux. C'est monstrueux. En valeur absolue, c'est monstrueux. Donc c'est évident que la solution, à mes yeux, passera par ces géants-là. C'est une évidence. Je ne sais pas si tu te souviens aussi, il y avait cette initiative de la part de Samsung qui a constaté qu'on pouvait avoir des vieux Galaxy S. Oui, c'était il y a un an, oui. Dans le tiroir qui marchait pour en faire plus. des objets connectés. Voilà. Et vous les mettiez à jour en fait avec un firmware qui transformait votre téléphone en petit objet connecté. Alors ça pouvait être télécommande pour la télé justement parce que la plupart des Galaxy ils ont des comment on appelle ça des ports infrarouges, mais vous pouviez les transformer en petites télécommandes Wi-Fi pour ouvrir vos volets. C'est-à-dire qu'il y a tellement de composants dans un mobile et il y a des composants. Oui, voilà. Même s'ils ont 10 ans, rouge, ça change rien. Ça change rien. C'est clair. C'est intéressant. Et puis, bien sûr, il y a après tous les reconditionneurs qui sont là. Ça, c'est l'autre grosse solution. C'est clair. Des boîtes comme Back Market aujourd'hui, c'est l'une des plus grosses licornes de France, en fait. Ah bah non, mais c'est évident. C'est-à-dire que c'est un marché qui est en explosion. Je crois que c'est genre du plus 20-30% chaque année. Là, on est déjà à 15% du total de smartphones vendus en France. Ça devait être en 2021. C'était du reconditionné. Donc c'est hyper intéressant. Ce que je trouve très intéressant, c'est que comme tu dis, il y a d'une part les spécialistes, Back Market, e-commerce, il y a SIS, etc. Et d'autre part aussi les grandes enseignes et les opérateurs. En France, on sait que c'est un pays où on achète beaucoup son smartphone chez son opérateur. Oui, parce qu'il est subventionné. Parce qu'on a de la subvention. Et donc, ce qui est aussi important, c'est qu'il y ait de la subvention sur ces smartphones reconditionnés, ce qui permet encore de faire baisser leur prix et de les rendre encore plus intéressants, à condition de payer le forfait, forcément, qui sera un peu plus cher. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. Faut encourager ça. Moi, ce qui m'a ce que j'ai trouvé totalement incompréhensible en 2021, c'est que le gouvernement a étendu la redevance copie privée sur les smartphones reconditionnés, soi-disant dans une loi pour protéger l'environnement et pro-écolo, on va taxer les smartphones reconditionnés qui ont déjà été taxés, entre guillemets, quand ils ont été vendus en tant que produits neufs. Donc c'est-à-dire qu'on taxe 2 fois le smartphone. Oui, mais en fait, je crois qu'il y avait un lobby de la part des auteurs. Non, mais parce que les ayants droit, ils ont fait un lobbying. Voilà. En fait, il y a eu un arbitrage entre Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, et ça devait être Barbara Pompili, je pense, et peut-être aussi un peu Cédrico. Et Bachelot a gagné l'arbitrage. Ils ont dit, voilà, il y a eu le lobbying des ayants droit. C'était tendu, d'ailleurs, je crois. C'était assez tendu, mais on arrive dans une situation totalement ubuesque où on a un gouvernement qui dit on veut faire quelque chose pour l'écologie, et on taxe au final les smartphones reconditionnés. Raphaël, on a évoqué rapidement tout à l'heure le Fairphone. Alors c'est un téléphone qu'on voit circuler, nous, depuis pas mal d'années, qui n'a jamais vraiment convaincu. Non. Qui malgré tout évolue avec des téléphones de plus en plus design, etc. Démontables aussi, c'est ça la particularité de Fairphone, c'est que en fait le téléphone c'est modulaire. Il est modulaire. Oui, alors moi je suis assez partagé sur Fairphone. En fait, l'idée du smartphone modulaire, ça fait maintenant 10 ans qu'on y pense. Fairphone, c'est le seul finalement à l'avoir à peu près concrétisé. Moi, je me souviens du projet ARA, tu sais, chez Google. On doit avoir ce projet qu'ils ont abandonné d'ailleurs. Qu'ils ont abandonné après l'avoir poussé quand même assez loin, parce qu'il y avait eu même des prototypes qui avaient tourné, etc. Le côté modulaire, pourquoi pas? Le problème, c'est que les modules, ils sont pas terribles, il y en a pas beaucoup, et que finalement, la promesse de Fairphone, c'est quoi? On se fournit avec les métaux rares avec des mines estampillées, respect des droits humains, etc.
c'est la même chose chez Samsung, c'est la même chose chez Apple, c'est peut-être la même chose chez d'autres fabricants. Moi, les deux rapports environnementaux que j'ai trouvés, Samsung et Apple, Huawei, Xiaomi, j'ai pas trouvé de rapport environnemental. Donc pour le moment, la promesse est la même. Ensuite, le reste des composants, le processeur, c'est du Qualcomm, donc a priori, l'écran, c'est sûrement du Samsung. Du Samsung, voilà. En fait, quand on fait un smartphone, la marge de manœuvre, elle est très limitée, en fait. Faible, bien sûr. Donc, les deux angles, c'est quoi ? C'est éléments modulaires, d'accord. Le problème, c'est que les éléments modulaires, comme je te le disais, sont pas forcément excellents. Et après, il y a l'obsolescence logicielle et la mise à jour. Alors, Fairphone, c'est vrai que c'est les mieux 10 ans sur Android. Je crois qu'ils sont à 4 ans, il me semble, peut-être 5. Mais encore une fois, c'est moins bien qu'Apple. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui... alors si, c'est la réparabilité. C'est bien la réparabilité. Il y a même un indice de réparabilité. C'est est-ce qu'on peut réparer son smartphone soi-même, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas le réparer. Bien sûr, sinon. bien sûr. Et d'ailleurs, un smartphone, le problème, c'est que le smartphone qu'on peut ouvrir très facilement, c'est aussi un smartphone plus fragile. Donc encore une fois, toujours il y a la balance est un peu difficile à déterminer, mais à l'arrivée. Si on veut un smartphone tel que le Fairphone, qui est quand même vendu à, il me semble, 400 et quelques, en fait, c'est le même prix que Non, il y en a un je crois qu'il y en a un qui est beaucoup plus cher, qui est quasi au prix d'un téléphone haut de gamme. Voilà, mais à la limite, si on veut un smartphone basique, c'est vrai qu'aujourd'hui, et encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui vont pas être d'accord avec ça, mais pour moi, si on regarde le Fairphone et l'iPhone SE, par exemple, qui sont, si on prend la même gamme de prix pour le Fairphone, je crois que c'est le 3, classique, l'iPhone SE est plus durable, il a des composants plus performants, donc il durera plus dans le temps. Il aura des performances tout aussi bonnes, voire meilleures que le il aura Fairphone. de meilleures performances, il sera tout aussi réparable, mais chez Apple, c'est vrai qu'on ne pourra pas le faire soi-même. Et par contre, le logiciel durera plus longtemps. Je prends vraiment l'exemple d'Apple, encore une fois, parce que c'est vrai que Fairphone, pour le coup, fait mieux que les autres Android. Voilà. Donc sur Android, Fairphone est le mieux disant, mais au global, je trouve qu'Apple est encore le mieux disant. Sachant que Fairphone, c'est pas une ONG, c'est une boîte commerciale aussi, donc ils ont aussi des arguments marketing. Non, c'est clair. Tiens, pour terminer, on parle d'Apple, mais il y a aussi une autre initiative qui est passée, alors qui n'est pas passée inaperçue parce qu'elle n'est pas encore disponible en France, mais qui va arriver aux États-Unis, qui est peut-être déjà arrivée d'ailleurs. C'est le fait qu'Apple nous autorise à acheter des pièces détachées d'iPhone. On les reçoit avec les petits outils, etc., pour démonter ton téléphone, parce que voilà, il y a des tutos, et donc tu vas pouvoir réparer ton téléphone avec des pièces qui ont été certifiées Apple. C'est rigolo parce que là encore, dans cette démarche RSE, Apple a toujours été contre ça. Ils ont même mis des petits pièges pour tous ceux qui démontaient les téléphones. Ils mettaient des trucs, ils marchaient plus, enfin tu pouvais pas faire de mise à jour, etc., etc. Et là, paf, on change le braquet et on autorise en fait les gens à acheter des pièces détachées chez Apple pour réparer toi-même en fait ton téléphone. Ça, c'est le phénomène iFixit. C'est-à-dire que je trouve que c'est le site iFixit qui a vraiment démocratisé ça avec ses tests de chaque année. Enfin, on regardait à chaque fois les scores iFixit. Et puis, c'est vrai que Apple permet ça. Alors là, on parlait des éléments purement marketing. Je ne sais pas combien de gens vraiment. Alors, je pense qu'ils le font pour faire une belle annonce aussi, et parce que c'est vrai que on parle beaucoup de réparabilité, parce que symboliquement, le fait de réparer son smartphone soi-même, ça donne une certaine indépendance. Après, dans les faits, moi, je suis un peu plus dubitatif là-dessus, ou en tout cas, je serais curieux d'avoir vraiment les chiffres de combien de personnes réparent leur iPhone eux-mêmes. Et puis, c'est pas donné à tout le monde. Parce que c'est pas donné à tout le monde, c'est compliqué. Moi, à titre personnel, je n'oserais pas le faire, franchement. J'ai acheté un iPhone, je sais pas, 800 €. Je le démonte pas moi, je préfère l'apporter en Apple Store. Donc après, sur des très vieux modèles, quand on a un iPhone 7 qui traîne, on se dit soit il meurt, soit je tente de changer la batterie moi-même. Pourquoi pas. Voilà. Donc je suis curieux. Si on est un peu geek, bricoleur, ça peut être intéressant. Pourquoi pas. En fait, c'est intéressant. Je suis un peu plus dubitatif sur le côté accessible, mais bon, après tout, on va pas leur jeter la pierre. C'est toujours ça. Après, il y a des méthodes incitatives. C'est par exemple, vous achetez une batterie et que vous la changez sur votre smartphone, sur votre iPhone. Si vous renvoyez l'ancienne batterie qui est donc abîmée parce qu'elle a vécu quelques années, eh bien Apple vous envoie un bon d'achat qui va faire réduire en fait le prix de la batterie de remplacement que vous avez acheté. Donc ils font des efforts comme ça incitatifs, mais je pense qu'ils savent très bien que la plupart des gens iront en Apple Store. En fait. Oui, mais il faut, comme tu le dis, il faut de l'incitation. Et par exemple, moi, un truc que je trouvais sympa, c'est de dire, vous avez un vieil iPhone, un iPhone 5, un iPhone 6 dont la vie est terminée, vous ne pouvez plus rien en faire.
faut motiver les gens pour le ramener. Parce qu'on a tous le réflexe de le mettre dans un tiroir. Ouais. Je dis, vous le ramenez, on vous offre une coque. Vous le ramenez, on vous offre un bon iTunes. On vous offre, 2 mois d'Apple Music. Un truc qui coûte. Alors Apple le fait, mais sur des smartphones plus récents. Mais tu vois. Ils le font exactement. Si par exemple tu ramènes un iPhone 11 parce que tu veux t'acheter un 13, ils vont faire un bon d'achat. Non. Mais le problème, c'est que c'est pas énorme, quoi. Et c'est pas très incitatif. Non, moi je parle vraiment du téléphone où c'est la poubelle. Qui n'a plus aucune valeur. Qui est fait pour Daisy, en fait. Qui est fait pour Daisy. Mais c'est ça, le but, c'est qu'il y ait plus de Daisy, par exemple. Ouais. Et pour ça, je trouve que ce serait pas mal d'avoir un petit côté un peu plus incitatif, tu vois, sur une coque, un accessoire, un truc qui attire un peu l'œil, qui donne envie d'y aller, parce que, en fait, toute la démarche, c'est d'y aller. Peut-être aussi travailler plus avec les opérateurs que les gens, puisque les opérateurs, là, pour le coup, il y a quand même plus de boutiques à proximité que les gens aient le réflexe. Voilà. C'est compliqué aujourd'hui, quand on a un téléphone, c'est dans le tiroir. C'est clair. Passionnant, hein, comme sujet, bien sûr, on pourra en parler pendant des heures parce que évidemment il y a énormément comment dirais-je, d'initiatives qui sont menées de ci, de là. Dernière chose, il faut savoir que même pour ces entreprises, tout l'aspect RSE est très important. Il faut savoir par exemple qu'aujourd'hui, de jeunes développeurs, de jeunes employés de boîtes regardent ce que font leurs futurs employeurs en termes de RSE. Ouais. Et aujourd'hui, c'est même une stratégie de recrutement pour ces grands groupes d'électronique parce qu'ils savent qu'ils arriveront à séduire en fait de futurs employés qui font attention à cette démarche RSE. Surtout que c'est très intéressant. Mais je trouve ça très sain parce que ça veut dire que là la balle est dans le camp des futurs salariés dans certains domaines. Les développeurs, on sait que c'est des gens qui sont extrêmement recherchés. Alors les super bons développeurs, ils ont le choix d'aller chez Google, chez Facebook, chez Apple, chez Samsung, etc. Et c'est vrai que quand on a des compétences aussi rares et aussi recherchées, je trouve ça bien de dire oui, moi je regarde ce que vous faites en RSE. Je ne vais pas aller dans n'importe quelle boîte. En égalité femmes-hommes d'ailleurs. Exactement, tous les sujets. Des sujets connexes mais qui sont maintenant devenus essentiels. Et c'est clair qu'il faut pas relâcher la pression. Mais de toute façon, en fait, la pression elle est globale. Et c'est cette pression qui fait que c'est un vrai argument marketing qui derrière peut être accolé à quelque chose de réel. Mais du coup, cet argument marketing, il est hyper important. Et on le voit pour toutes ces boîtes. Et on n'est qu'au début de l'histoire. Et on est qu'au tout début de l'histoire. Merci Raphaël. Merci François. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir fait visiter Daisy, qui a l'air toute mimi. Et voilà, ce De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis, bien sûr, comme chaque semaine. De quoi je me mêle sur tous vos écrans, sur BFM Business le week-end, bien sûr, Radio Télé, sur les applis BFM Business et RMC aussi, sur RMC BFM Play. Portez-vous bien, on sera là la semaine prochaine, bien sûr. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.